Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, la grande finale du concours Le Grand Défi Bâtir ma région se déroulait le 9 mai dernier à la polyvalente de Chandler. Monsieur Jean-Louis Dubé nous fait découvrir une station de radio sur Internet qui diffuse en direct de Grande-Rivière. Puis surtout, la musique country, ça a toujours été les valeurs qui m'ont été... j'ai mis au monde dans ça, ça fait que leur faire partager, c'est la musique que j'aime, puis faire partager ça aux gens de mon coin, c'est encore plus agréable. La capsule Environnement avec M. Pierre-Luc Arsenault. Oui, c'est ça, pollution de l'air, étant donné qu'on se dirige vers la saison estivale. Donc, les températures augmentent, ce qui fait en sorte que des fois, on a plus de condensation au niveau des particules en suspension dans l'air, dont la pollution de l'air. Et la capsule Divertissement avec Jocelyne Couvier. Donc, par hasard, je suis tombée sur des photos d'anciennes villes qui ont été submergées il y a très, très longtemps. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. La grande finale du concours Le Grand Défi Bâtir ma région a eu lieu samedi le 9 mai dernier lors des Salons des jeunes bâtisseurs. Des centaines de visiteurs y ont découvert les projets entrepreneuriaux des jeunes et ont voté pour leur projet coup de cœur. Régionalement, plus de 32 000 $ en prix ont été remis aux gagnants, visant à faciliter l'intégration de l'entrepreneuriat en milieu scolaire, notamment en permettant aux élèves de réaliser un projet ayant un impact sur leur collectivité, encadré par des intervenants du milieu. Le concours est établi depuis 2012 dans la MRC de la Côte de Gaspé. Il s'est étendu cette année au MRC du Rocher-Percé, d'Avignon et de Bonaventure et a connu un franc succès. Plus de 700 élèves ont en effet participé au grand défi Bâtir ma région qui a donné lieu à 83 projets entrepreneuriaux. TVCGR était à la polyvalente de Chandler pour couvrir l'événement dans le secteur de la MRC Rocher-Percé. On a rencontré l'équipe de 5e et 6e année de l'école Saint-Joseph de Chandler, accompagnée de Mme Danielle Whittom, équipe qui a remporté le prix coup de cœur au niveau du primaire, remis par le public. Bon, bien aujourd'hui, on est ici au Salon des bâtisseurs du Grand Défi Bâtir ma région. Ici, on a un projet qui a été fait par les deux classes de 5 et 6 de Isabelle Collin et de 6e année de Nancy Leblanc. Ils ont réalisé un DVD qu'on va vous montrer comme ça. C'était sur l'affirmation de soi pour prévenir l'intimidation. Fait que le DVD s'intitule « Je suis moi » parce que les jeunes ont fait beaucoup de travaux pour montrer comment c'était important dans la vie d'être... on est tous uniques, on est tous importants, on a tous une utilité, puis que c'est ça, il faut aider les gens qui ne savent pas s'affirmer quand ils ont des problèmes dans la vie. Puis je pense que les jeunes pourraient mieux parler que moi parce qu'ils ont tellement travaillé fort pendant 3 mois pour faire ce DVD-là que je leur laisserai plus la parole à eux. Ben moi j'ai trouvé ça vraiment le fun, mon expérience, parce que ça nous a aidé plus à, genre, quand on allait en avant, on était plus gênés avant qu'on avait fait nos choses, mais là, quand on a fait nos DVD et tous les projets, on est venu moins gênés, on a parlé plus en avant, ça nous a moins dérangé de faire des exposés orales. C'est ça que j'ai à dire de moi, parce que moi, ça m'a vraiment aidé tout ça, parce que on veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'intimide, moi, je peux m'affirmer à cette heure. On veut dire que quelqu'un m'intimide, je m'affirme. Ben notre projet, c'est vraiment pas contre l'intimidation, c'est vraiment pour la prévenir. Les trucs pour qu'avant qu'elle commence, parce qu'on trouvait qu'on entendait beaucoup parler d'intimidation, mais pas de trucs pour la prévenir. Fait qu'on a décidé de faire un DVD là-dessus. Puis c'était vraiment une très bonne expérience. Fait que c'est ça que j'ai à dire là-dessus. Ben moi j'ai vraiment aimé le projet parce qu'on était tous en équipe et on était 2 classes. On faisait plein de travaux amusants. Puis on avait plein de projets qui venaient à l'école. Puis moi j'ai vraiment aimé ça là, parce que tu sais, prévenir l'intimidation par l'affirmation de soi. Tu sais, le DVD, tous les sketchs qu'on a fait, tout ça. Ben moi j'ai beaucoup aimé ça, puis aussi l'affirmation de soi, ça sert justement pas juste à prévenir l'intimidation, ça aide pour le travail, puis ça aide beaucoup pour plus tard. Ben moi j'ai vraiment beaucoup aimé le projet, puis je trouvais que c'était vraiment spécial, puis c'était original. C'est pas comme d'autres projets, c'est vraiment original, puis j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce projet-là avec toute la gang. Là.
C'est ça. Ben moi, j'ai trouvé ça le fun. Puis ben aussi, l'affirmation de soi, ça sert aussi comme de... Tu peux t'affirmer toujours. C'est pas juste pour l'intimidation. Si tu peux t'affirmer, c'est au travail ou n'importe où. Moi, j'ai trouvé le projet super le fun. Puis surtout, quand on sait s'affirmer, ben on est moins gêné. Puis si on n'aurait pas fait ce projet-là, je serais pas en train de parler à la télé parce que, je suis vraiment gênée. Puis, j'ai vraiment aimé le projet. Puis si ça aurait été possible de le refaire, je le referais des centaines de fois. Moi, j'ai adoré faire ce projet-là car les deux classes, il était tout le monde ensemble. Puis on a fait plein de projets bien trippants. On était chanceux qu'on a reçu la visite du groupe Prima Danse de Montréal qui nous ont appris à danser tout en s'affirmant. On a fini, c'était tout pour notre... C'était tout pour notre... Alors maintenant, quelques informations en ce qui concerne les prix remis. Gagnant des prix coup de maître, 1 500 $ attribués par le jury. Je vais me concentrer sur les prix qui ont été remis pour les gens ayant participé dans le secteur de la MRC du Rocher-Percé. Alors, au niveau de la MRC Rocher-Percé, pour le gagnant des prix coup de maître, Pascari en folie, 6e année, École Saint-Joseph de Chandler, accompagnatrice Julie Poirier, ça c'est au niveau du primaire. Au niveau du secondaire, chez Expédie, programme de formation préparatoire au travail, École Monseigneur Sévigny de Chandler, accompagnatrice Marlène Mercier. Et au niveau de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle, gestion des matières intelligentes, la Ramille de Grande-Rivière, accompagnateur, M. Pierre-Luc Arsenault. En ce qui concerne les gagnants des prix Coup d'éclat, 1 000 $ attribués par le jury. Au niveau du primaire, toujours au niveau de la MRC du Rocher-Percé, l'étoile montante, 3e et 4e année de l'École Saint-Bernard de Gascon, accompagnatrice Lynne Lebrun. Au niveau du secondaire, Zone Boc, 3e secondaire, École du littoral de Grande-Rivière, accompagnatrice Marie-Ève Garriépi. Et en ce qui concerne l'éducation des adultes et de la formation professionnelle, toujours au niveau Rocher-Percé, donné au suivant de la relance de Chandler, accompagnatrice Joanne Bernatchez. En ce qui concerne les prix coup de cœur maintenant, 250 $ remis par le public au niveau Rocher-Percé, Je suis moi, 5e et 6e année, École Saint-Joseph de Chandler, accompagnatrice Danielle Whittom. Au niveau du secondaire, les bijoux d'Ariane, 4e secondaire de l'École du littoral de Grande-Rivière, accompagnateur Luc Turbide. Et puis, en ce qui concerne l'éducation des adultes et de la formation professionnelle, toujours au niveau du Rocher-Percé, donné au suivant, le CFP La Relance de Chandler, accompagnatrice Joanne Bernatchez. Et maintenant, en ce qui concerne les gagnants des prix Coup de pouce, 250 $ offerts par la Coopérative de développement régional de la Gaspésie des Îles et dont une équipe par MRC, toujours au niveau du Rocher-Percé. La Murale du Bonheur, 2e à 6e année, École primaire Assomption de Val-d'Espoir, accompagnatrice Louise Assire et Annie Pruneau. Et en ce qui concerne les gagnants des Georges Mamelonnet, 400 $ attribués par la famille du regretté homme d'affaires aux deux projets les plus innovateurs de la MRC du Rocher-Percé. Alors, c'est Pascari en folie, 6e année, École primaire Saint-Joseph de Chandler, accompagnatrice Julie Poirier, et Bac de culture, CFP de Passepébiac-Bonaventure de Grande-Rivière, accompagnateur Danny Bourgette. Les organisateurs remercient tous les participants, accompagnateurs, coachs de la caravane, membres du jury, visiteurs des salons et précieux partenaires d'avoir fait du concours un tel succès. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à notre section entrevue cette semaine et on a le plaisir de recevoir en studio M. Jean-Louis Dubé. Connu sous le nom de Jean le Gaspésien, c'est un animateur, de radio sur le web, et on va avoir le plaisir de découvrir ensemble à quoi ça consiste, la radio sur le web. Tout d'abord, bonsoir, M. Jean-Louis. Bonsoir, monsieur.
Bienvenue dans les studios de la télévision communautaire de Grande-Rivière. Je crois que c'est votre première fois à la télévision. Ma première fois à la télé tout court. Ça va être une belle aventure, vous allez voir, ça va très bien aller. Alors, le but de notre rencontre aujourd'hui, c'est parler de votre radio Internet. Et je le disais en préparation d'entrevue, vous êtes animateur de radio. Et vous allez nous parler un peu depuis combien de temps, au juste, vous pratiquez ce métier-là d'animateur de radio et plus particulièrement animateur sur le web, ce qui est tout de même particulier. Oui, un peu, mais c'est parce que la technologie étant scalée aujourd'hui, si j'aurais connu ça étant jeune, probablement que c'est en communication que j'aurais été, par exemple. Ah oui? Parce que moi, je suis pas venu au monde dans le temps d'Internet et tout ça, mais j'ai appris ça sur le tard. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis surtout, la musique country, ça a toujours été les valeurs qui m'ont été... j'ai mis au monde dans ça, ça fait que le faire partager, c'est la musique que j'aime, puis faire partager ça aux gens de mon coin, c'est encore plus agréable. Donc, votre territoire de diffusion, j'imagine, quand on est sur le web, on peut quasiment dire que c'est à travers l'ensemble de la planète. Vous avez quand même une clientèle spécifique au niveau du territoire. C'est les Gaspésiens, j'imagine? On a plus que les Gaspésiens. On a toute la Gaspésie, ça englobe la Gaspésie au grand complet, les îles de la Madeleine, le Nouveau-Brunswick. Après ça, on s'en va dans le coin de Montréal. On a les États-Unis, même. Ah oui? Oui, à ma grande surprise, parce que nous autres, on a une map d'auditeurs oui. Qu'on peut voir quand vient le temps de l'émission, que je regarde où sont situés les gens qui nous écoutent. D'accord. Puis souvent, on a deux, trois drapeaux qui viennent spécifiquement des États-Unis. On a de la France, parce que c'est une émission qui est beaucoup écoutée en France. Ah oui. Et à partir de hier, on était... si ma mémoire est bonne, on était le 12, oui. Était la première émission diffusée à partir de la France, strictement au Weston, des gens de notre coin, nous autres. Ça fait combien de temps que la station existe? La station existe depuis, ça fait 5 ans. Ah, déjà? Depuis le mois de juin 2010. Donc, c'est une station, au départ, ils étaient 3 personnes. Puis, à un moment donné, il y avait eu une petite... ils ne s'entendaient pas très bien pour au niveau du serveur. Mm-hmm. Ça fait que ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont mis c'était 2 grands chums, puis ils ont acheté un serveur à eux autres. D'accord. Ça fait que depuis ce temps-là, c'est devenu Radio Montana, qui appartient à M. Daniel Laliberté, qui est le directeur musical de cette station-là, mm-hmm. et M. Normand Poisson. Lui, c'est lui qui fait le marketing au niveau des publicités pour les chanteurs qui veulent inscrire les événements sur la page. Mm-hmm. Puis c'est lui qui s'occupe de gérer tout ça. Combien de personnes ça englobe, combien de personnes, l'équipe au complet, là, au niveau des animateurs, la direction? On est... c'est plusieurs, hein? C'est plusieurs. Oui. Vous n'êtes pas seul? Non, je ne suis pas seul. On est... Au niveau du live, parce que moi, mon émission que je fais, elle est live. Elle est en direct. Là, je fais ça le vendredi soir, à compter de 21h. Et je faisais, aller jusqu'à quelques mois, je faisais le vendredi et le samedi. Mais de 21h à aller aux petites heures du matin. Mais il est arrivé un inconvénient depuis l'été dernier avec notre ami Daniel, oui. qui, lui, a une émission le lundi soir. Mais il y a eu des problèmes de santé. Puis, dans le temps de sa convalescence, j'ai décidé, vu qu'il son monde le suivait beaucoup le lundi, mm-hmm. fait que j'ai coupé ça en 2. J'ai pris son lundi jusqu'à ce qu'il lui revienne avec son émission. Est-ce que c'est une station qui diffuse en continu 7 jours par semaine? Oui, c'est 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Mais si on veut avoir le plaisir d'être avec Jean le Gaspésien, ça se passe le vendredi, le samedi, et vous avez rajouté le lundi pour une courte période. C'est-à-dire, le samedi, je n'y suis pas pour un petit bout de temps. OK. Vous avez pris le lundi? J'ai pris le lundi de mon ami Daniel. Oui. Je fais le vendredi soir puis le lundi soir, mais sous peu, aussitôt qu'il va revenir le lundi, moi, je vais refaire le vendredi et le samedi. Est-ce qu'on parle d'une station vraiment axée sur la musique, une station musicale, ou il y a de l'information un peu à travers tout ça? Je me dis qu'avec le nombre de stations oui, nous autres, mon émission à moi, c'est parce qu'on est plusieurs. Moi, je ne suis pas un professionnel dans ça. Oui. Il y a plusieurs professionnels qui travaillent
comme M. Steve Arsenault qui fait la trance acadienne. Oui. Je suis un pro là-dedans. J'y laisse le côté information plutôt. Oui. Puis le duo Jack Dan, il y a aussi Jerry Adams, lui c'est plutôt country américain, information lui aussi. Ça fait que moi je me garde le côté musical. Moi, il y a quelques informations, comme j'annonce quand il y a des événements, je travaille surtout pour la ville. Publicité, ce qui se passe dans la ville de Grande-Rivière. OK. Tous les événements qui ont lieu, chapeau nos artistes. Donc, vous êtes pas mal le spécialiste pour ce qui se déroule du territoire de la MRC Rocher-Percé? Oui, quand je le sais, puis quand on va bien collaborer, qu'on m'informe, moi, j'ai pas de problème avec ça. Vous n'êtes pas un professionnel, on peut au moins dire que vous êtes un passionné de musique country. Ça, c'était... Puis vous connaissez pas mal le milieu. Oui, ça... Ça, c'est l'avantage de ça, c'est que je voudrais dire, il y a bien du monde qui se demandait, par exemple, moi je le fais bénévolement. Ça, c'est pas une chose, c'est un emploi que j'ai qui m'était offert, mais je le fais bénévolement. Le seul luxe que ça me donne, c'est de rencontrer les artistes, la priorité de rencontrer les artistes quand on a la chance de les voir, de recevoir leurs albums, mais sinon... Quand ça arrive le temps de voir les artistes, puis de ceux qu'on fait tourner, le plaisir qu'on a avec eux autres, ça vaut le salaire. D'où je disais tout à l'heure là, que vous êtes un passionné, là, ça le prouve. Là, si vous le faites bénévolement, vous le faites pour le plaisir et le privilège d'avoir un contact privilégié avec nos artistes country, tant de la région qu'à la grandeur du Québec. Là. Oui, parce que... C'est un beau privilège. Oui, je peux dire que j'ai parlé à bien... Il y a bien du monde Il y a bien du monde à qui j'ai parlé que je n'aurais jamais pensé parler un jour. Oui. Si on parle de pourcentage de musique, on en discutait un peu en préparation d'entrevue par rapport à ce qui est diffusé sur les ondes. Pourcentage. Côté... c'est 60% francophone. D'accord. Pour les artistes gaspésiens, acadiens. Puis dans mon cas, moi j'en rajoute toujours un peu plus. OK. Parce que, excusez. Moi, sur mon émission, ça peut varier. Ça va aussi selon les demandes spéciales. D'accord. Mais les demandes spéciales, je vais revenir à ta question. Oui. Les demandes spéciales commencent toujours à 10 heures. OK. De 9 à 10, je me garde toujours cette heure-là pour faire découvrir les nouveaux artistes, les nouvelles chansons qu'on reçoit durant la semaine. Puis à 10 heures, là, j'y vais avec les demandes spéciales. Est-ce qu'on peut dire que vous mettez un peu l'emphase sur les artistes locaux et justement nous en faire découvrir des nouveaux de semaine en semaine? Est-ce que c'est un peu votre signature particulière? Oui, c'est pour ça que ça s'appelle... puis mon émission, le titre de mon émission, ça s'appelle « C'est beau la vie », chanson de M. Gaston Nicolas. OK. Puis quand on ouvre la station et qu'on entend cette chanson-là, on peut dire que je t'en nomme. Bon. Parce que je suis le seul à la faire. C'est avec notre ami Gaston que ça ouvre. Oui, puis avec sa permission d'ailleurs, que j'ai eu le droit d'avoir, ça prenait sa permission. Puis... Donc, c'est une superbe de belle occasion de découvrir des artistes que souvent on côtoie, mais qu'on n'est pas tout à fait connaissant de leur œuvre et aussi de leur talent. C'est en plein ça. Puis il y a bien du monde... c'est parce qu'il y a d'autres animateurs qui vont faire jouer 60 puis des fois, c'est 50 Okay. Moi, je vois 60 puis des fois, ça peut se rendre jusqu'à 80 facile. Puis côté anglophone, comme que je suis pas... l'anglais, c'est pas ma langue maternelle. Il faut juste dire que j'en fais jouer. Mais ça peut sonner bizarre à l'oreille pour quelqu'un qui n'est pas anglophone. Parce que je me débrouille un petit peu, mais c'est pas ma matière forte. Donc, on a le plaisir d'entendre des artistes locaux, naturellement, dans le country. Et parfois, vous réalisez même des entrevues qui nous permettent, du même coup, de pouvoir découvrir l'artiste en tant que tel. Oui. Puis j'ai reçu déjà à mon émission M. David Bernatchez. J'ai eu mon ami Jean-Luc Bugeaud qui a fait son premier album. J'ai eu aussi... son nom, c'est... Bon, c'est pas grave. J'ai un blanc de mémoire, mais en tout cas, j'en ai eu 3 qui sont... parce qu'il faut dire que moi, je ne suis pas équipé pour faire les entrevues à partir du téléphone et tout ça. OK, d'accord. Donc, il faut qu'ils se présentent en studio. C'est ça. Puis je sais qu'il y en a j'en ai un qui va être là cet été, ça va en faire sauter quelques heures. Bon. Et quand on parle de studio, est-ce que c'est un enregistrement que vous faites à partir de la maison ou il y a un studio prédéterminé? Ou... Non, c'est vraiment à partir de chez moi, sur mon ordinateur. Puis, ça amène cette souplesse-là au niveau de la façon avec laquelle la mise en onde se fait et tout ça. C'est un des avantages là, de faire de la radio par Internet, j'imagine.
Oui, parce qu'il y a bien des gens de Montréal, Québec-Montréal, qui écoutent ça, puis ils ne croient pas ça qui entendent parler que je suis dans mon salon chez nous. Il n'y a personne qui croit à ça. Oui. Parce que le son, la qualité du son, puis Oui. personne ne peut croire que c'est fait simplement de même. Donc, au niveau de la qualité sonore, il n'y a pas d'inquiétude, même si c'est sur Internet, comme vous le dites. Non. On a droit à une radio de qualité avec une qualité sonore qui est remarquable. La qualité est très bonne. Ça peut arriver, comme n'importe... C'est de l'Internet, ça peut arriver qu'on perd le signal, mais on revient toujours à se reprendre. Et puis, justement, si on discute un peu de la formule demande spéciale, il y a une procédure bien spécifique à suivre et vous avez décidé de peut-être le partager avec nous pour informer les gens un peu comment tout cela fonctionne et s'assurer là, que ça va bien et puis que ça soit fluide au niveau de la diffusion, j'imagine. Oui, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plusieurs personnes qui ont de la misère à faire les demandes spéciales. C'est pourtant pas compliqué. Je pense qu'on va voir quelques photos là, en même temps. Là, on voit peut-être commenter les photos au fur et à mesure. Oui, bien, quand on ouvre, ça c'est courriel, c'est pas... Malgré que, oui, en allant sur courriel, ça peut toujours arriver, mais c'est pas vraiment ça qui fait partie des demandes. Là, ce qu'on voit, là, c'est la panoplie d'artistes qui sont diffusés en ondes là, que vous, pas privilégiez, mais ça montre un peu un portrait. Oui, ça, ce qu'on voit, c'est les animateurs. Ah, d'accord, excusez-moi. C'est les animateurs. Les artistes devraient suivre, j'imagine. OK. Ça, ce qu'on voit, c'est le directeur musical, Daniel Laduverté. OK. L'autre, c'est l'autre propriétaire, c'est Normand Poisson que je disais tantôt. C'est les deux seuls. Bon. Ici, c'est la page d'accueil? Oui. Là, on arrive aux demandes spéciales. Ça fait on clique sur ça. Ensuite de ça, il faut cliquer sur faire une demande spéciale. Ce qui est important de faire, c'est de marquer le nom du DJ. Parce que s'ils n'ont pas le nom du DJ, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Okay. Dans mon cas, c'est Jean Gaspésien Country. Et dans le grand carré blanc qu'on voit, on inscrit là-dedans le nom de la chanson, le chanteur. Avec l'artiste. Avec l'artiste. Bon. Et à la discrétion de la personne, ça veut mettre son prénom, ça me fait plaisir d'y nommer. Okay. Ça veut son nom complet, ça c'est à la discrétion. Bon, on voit quand même que c'est une méthode tout de même assez simple. Et ce qu'il faut, quand ils ont terminé tout ça, il faut cliquer sur « Envoyer ». Ce que souvent ils ne font pas. Bon. C'est pour ça que je ne les reçois pas. Et puis, par expérience personnelle, souvent, c'est une période, vous dites 60 minutes, ça doit arriver, des fois, vous êtes obligé de déborder. Il y a souvent beaucoup de demandes. Hein? Est-ce que c'est le cas? Moi, c'est plus que 60 minutes. Je commence à... Oui? Il y a plus que 60 minutes de demande spéciale? Ah, bah oui. C'est une formule demande spéciale? Oui. OK, bien parce que mon émission commence à 9 h, mais je finis jamais avant 2 h du matin. Ah, tabarouette, ça fait plusieurs heures en ondes. Oui. Vous êtes solide? Souvent, puis dans le temps quand il y a des fêtes, des congés fériés, je déborde, je m'arrange souvent à 3 heures. Ah, oui. Ça arrive très souvent. C'est impressionnant. Plusieurs heures en ondes comme ça, il faut le faire tout de même. Oui, mais c'est... Je pense que j'aime ça. Et on parlait à la préparation d'entrevue qu'il vous arrive parfois de lancer des défis à vos auditeurs et j'aimerais avoir plus de détails là-dessus. Oui, bien, ça fait quelques semaines que je fais tourner un artiste, c'est-à-dire 2 artistes, que j'envoie souvent des indices. J'ai un album chez moi qui est autographié par cet artiste-là. Puis si la personne arrive à trouver c'est qui se cache derrière le nom de ce chanteur-là, ça va me faire plaisir d'y remettre le CD, puis c'est une exclusivité parce qu'il en existe une seule copie. Ah, ben voilà puis, quelque chose de très intéressant pour les amateurs. Le nom du chanteur, c'est Magic Country, okay. Mais il se cache quelqu'un derrière ça. Okay. Puis il est accompagné souvent par Mme Dana Baker. D'accord. Mais c'est... Et j'espère que j'en dirai pas trop, mais c'est peut-être une personne qui est plus proche que nous que ce qu'on pourrait s'imaginer? C'est une personne que beaucoup de monde côtoie tous les jours. Bon, ben alors, le défi est lancé. Oui. Pourtant, non seulement sur les ondes de la radio, mais sur les ondes de la télévision communautaire de Grande-Rivière. En plein ça. Et puis, vous allez nous faire aussi l'honneur de nous annoncer peut-être une primeur qui va avoir lieu dans les jours qui s'en viennent. Oui, on a une émission qui va prendre l'affiche
Ça devrait débuter, c'est pas en fin de semaine qui vient, mais le samedi prochain. D'accord. Dans les alentours du 20 mai? C'est en plein ça. OK. Fait que ça va être le samedi de 7h, 19h à 21h. C'est nul autre que M. Alexandre Meunier et Alexandre Meunier Junior, qui va, père-fils, qui est deux gens de Chandler, natifs de Chandler, qui décident de faire une émission. Ça va s'appeler Totalement Country. Une émission de façon hebdomadaire? Oui, à toutes les semaines. Super. À toutes les semaines, c'est 2 heures de meilleure musique avec des entrevues, on des gags. J'ai eu la chance d'écouter une première émission qu'ils ont faite, puis ça vaut la peine. Bien, c'est le fun de découvrir cette semaine à notre émission Reflet d'ici qu'on a des animateurs et des artistes de talent dans notre coin et aussi une station de radio là où on peut découvrir et qui est directement collée sur notre région et sur le potentiel country qu'on retrouve sur notre territoire puis qui n'est pas toujours nécessairement mis de l'avant dans les autres stations. Donc, pour ceux qui adorent le country, c'est l'endroit par excellence où aller s'asseoir et pour avoir une bonne écoute et en apprendre plus sur nos artistes et sur le country en général. Oui, puis j'écoute souvent ce qui se fait sur les radios commerciales, puis j'en vis pas. J'ai pas à rougir de ce que nous autres on fait. Je trouve que ce qu'on a comme mandat, on le remplit très bien. Donc, vous avez une signature particulière et vous êtes très bien, disons, implanté là, dans ce domaine-là. Et puis, on peut être certain d'avoir une belle expérience musicale en syntonisant sur Internet votre station de radio. On rappelle peut-être le nom de la station? Vous allez au www.radiomontanaqc.com. Et peut-être rappeler aussi les moments où vous êtes animateur? Oui, je suis animateur le vendredi soir de 21h à aller aux petites heures du matin. J'ai pas d'heure. Habituellement, c'est jamais avant 2h. Donc, pour avoir le privilège de pouvoir discuter avec vous, ou peut-être faire tout simplement une demande spéciale, on a montré la méthode à suivre il y a quelques secondes. Et puis, ce qui est important de savoir aussi, c'est que cette radio-là, elle est en ondes 7 jours par semaine. Et puis, on peut toujours se permettre aussi d'écouter les autres animateurs et rester connecté sur une radio country de qualité. En plein ça. Puis, si je peux donner j'ai une adresse. Oui, allez-y. C'est le Jean LB A commercial radiomontanaqc.com. Là-dessus, vous pouvez m'envoyer les demandes spéciales également. Puis, vous avez des commentaires. Puis, il y a une chose que je voudrais dire également, si vous permettez. Allez-y. Directement sur la page de la station, il y a un onglet de livre d'or. Pour les gens qui vont embarquer dessus pour la première fois, sont invités à aller signer le livre. S'ils aiment l'émission, s'ils veulent si des fois ils ont un sujet qu'ils aimeraient avoir qu'on développe plus, oui. On est ouvert parce qu'on a changé bien des affaires par rapport aux commentaires des gens là-dessus. Donc, non seulement vous diffusez de la musique, mais vous êtes à l'écoute de vos auditeurs et vous faites en sorte de pouvoir les satisfaire le mieux possible. Ça, c'est toujours avec cœur et avec passion. Bien, M. Jean Le Gaspésien, votre véritable nom, M. Jean-Louis Dubé, ça a été un véritable plaisir de vous recevoir sur les ondes de la télévision communautaire de Grande-Rivière et de découvrir cette belle station country diffusée sur le web. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes à la maison qui vont se faire un plaisir d'aller vous écouter et surtout de découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas découvert, aller porter leur signature au livre d'or. C'est toujours intéressant d'avoir des nouveaux éditeurs et surtout de garder un contact avec les auditeurs actuels. Bien, ça, c'est ce que je souhaite le plus de faire partager. C'est pour ça que j'ai pris la peine de venir vous voir pour passer le message, parce que je sais qu'il y a du monde, pour ceux qui le laissaient pour la première fois, aiment vraiment ça. Puis il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à syntoniser ce poste-là, puis pourtant, c'est vraiment pas compliqué. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'essayer, c'est l'adopter? En plein ça. Un coup il y a bien du monde qui tombe sur ça par hasard, puis on va l'écouter 5 minutes, puis ils ont 2-3 heures de fête, puis ils sont encore là-dessus. Mais peut-être que les gens ne sont pas toujours conscients aussi que c'est une radio avec des gens d'ici, animée par des gens d'ici. Ça aussi, ça a une signature particulière. Oui, bien là, j'ai pris l'habitude, parce que je le disais, c'est rare que je le disais. Maintenant, quand je commence mon émission, c'est en direct de Grande-Rivière. Ouais, c'est spécial. Puis c'est vraiment en direct. Quand je vous dis en direct,
Des fois, on peut entendre mon oiseau jacasser, c'est la seule chose qui peut rentrer. Bon, ben, dans ce cas-là, c'est un plaisir de vous recevoir en studio. Est-ce qu'on pourrait dire au plaisir de se revoir, M. Dubé? C'est ça l'invitation, je suis toujours ouvert. Félicitations et puis au plaisir de se revoir, M. Dubé. Plaisir à vous. Un gros merci. Puis ce fut un grand plaisir d'accepter votre invitation. Plaisir partagé. Merci. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule environnement, toujours en notre compagnie, M. Pierre-Luc Arsenault, qui est conseiller en développement durable. Alors, bonsoir Pierre-Luc. Bonsoir Mirko. Ça va toujours bien? Très bien, oui. Alors, toujours pour mission de nous sensibiliser sur l'importance de l'environnement et les conséquences qu'a l'être humain sur le fonctionnement global de notre belle planète. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler de la pollution de l'air. Oui, c'est ça, pollution de l'air, étant donné qu'on se dirige vers la saison estivale. Donc, les températures augmentent, ce qui fait en sorte que des fois, on a plus de condensation au niveau des particules en suspension dans l'air, dont la pollution de l'air. J'aimerais juste préciser, des fois, les gens entendent beaucoup gaz à effet de serre, ils entendent réchauffement climatique, ils entendent CO2. Juste préciser exactement, pas préciser trop dans le vif du sujet, mais vraiment, en résumé, lorsqu'on parle de gaz à effet de serre, communément appelé GES, diminutif gaz à effet de serre, c'est le même principe que lorsqu'on rentre en fait dans une serre. Donc une serre, on fait une serre pour pousser des légumes l'été. Si on rentre dans une serre, le principe de la serre, c'est de capter la chaleur puis de la préserver. Donc lorsqu'on a un gaz à effet de serre, il joue le même rôle, en fait, dans l'atmosphère. Si on prend, par exemple, le parc automobile mondial, qui contient des milliards de véhicules, ce que ça projette, c'est du dioxyde de carbone, communément appelé CO2, donc deux oxygènes pour un carbone. Ce que le CO2 fait une fois, quand il s'échappe dans l'air, il reste en suspension, puis ça pour plusieurs décennies. Qu'à chaque fois qu'on starte son char, le CO2 qui s'en va dans l'air, ça va rejoindre le CO2 d'hier, quand on a démarré la voiture hier. Donc ce CO2-là, il reste en suspension. Puis après ça, quand les rayons du soleil traversent l'atmosphère, ce CO2-là capte les rayons du solaire. Donc ce qui fait en sorte, c'est qu'il capte. Le CO2, de jour en jour, augmente. Puis on a de plus en plus de particules, des fois on appelle ça ppm, parties par million. Fait que plus qu'il y a une densité de CO2 dans l'air, plus que les rayons solaires sont captés, puis sont préservés au niveau terrestre. Donc ce que ça fait, c'est que la chaleur augmente en même temps. Donc c'est ça le principe du gaz à effet de serre quand on parle du CO2 en fait. Ouais. Et ça a une conséquence directe sur la qualité de vie des gens en général. Exactement. Fait que le CO2 qui capte les rayons solaires, ça fait partie d'un gaz à effet de serre, mais c'est sans compter toutes les autres particules ou composés organiques volatiles qu'on appelle COV. Un exemple, juste peinturer la maison, ça produit du COV. Okay. L'industrie, tous les produits chimiques qui sont utilisés pour la combustion au niveau des matériaux, ainsi de suite, ça se rajoute au CO2. Donc, avec une haute température, même en hiver, ça peut se produire, c'est que ça crée une densité tellement forte de particules qu'on peut appeler ça le smog. Vous avez sûrement entendu parler du smog, surtout en ville, durant les heures de pointe, puisque le trafic routier est à son plus haut, à son maximum. Donc, on a le smog, lui, qui est en effet une condensation de particules nocives pour la qualité de l'air, mais aussi pour la santé humaine. Donc, on parlait tout à l'heure du parc automobile dans son ensemble. Les gouvernements sont quand même un peu, disons, peut-être pas assez, mais sont un peu sensibilisés à la cause. Il y a même, j'entendais dans les médias dernièrement, une taxe sur le carbone en tant que tel. On veut essayer vraiment de faire payer ceux qui en produisent le plus. Est-ce que c'est un peu ça qu'on retrouve derrière la philosophie de cette taxe-là sur le carbone? Oui. La taxe carbone, en fait, c'est en fait pour faire payer les plus gros
gros émetteurs de gaz à effet de serre. En guillemets, parce que l'objectif n'est peut-être pas atteint à 100 Non, mais en fait, c'est pas atteint du tout. Là. Présentement, c'est qu'on essaie de se baser sur des années pilotes en disant que dans 5 ans, on essaie d'avoir des émanations égales à il y a 15 ans passés, par exemple. À un moment donné, c'était les années 90. À un moment donné, c'était 2000. Fait qu'il y a toujours des conférences internationales sur l'environnement où ce que les pays essaient de t'entendre sur une tarification carbone puis un niveau carbone maximal. Sauf que le problème, c'est que l'Inde puis la Chine, qui sont des pays en émergence, qui ont des énormes populations, on s'entend 2,5 milliards pour 2 pays, fait que c'est un gros marché, eux autres ont la difficulté à embarquer là-dedans parce qu'ils se disent, mais vous autres, États-Unis, Canada, Europe, vous avez pollué durant des années, nous autres, on roule en bicycle, puis tout d'un coup, on commence à avoir du fun, puis vous allez nous dire de slacker. T'sais? Fait que c'est là que ça marche pas. Puis là, les États-Unis ne veulent pas signer parce que la Chine ne signe pas. Fait que voyez-vous, là, le problème, c'est tout un niveau de compétition économique. Un veut pas perdre le rythme économique par rapport à l'autre. Fait que des fois, c'est un petit peu une mascarade, les conférences environnementales. Ça fait beau, ça paraît bien. Mais en bout de ligne, j'espère qu'ils vont arriver à un consensus éventuellement, mais présentement, les gaz à effet de serre continuent d'augmenter, la pollution de l'air aussi. Fait que on le ralentit à tout de moins. Là. Et autre petite parenthèse, il faut quand même être conscient que si on continue au rythme qu'on continue là, il serait peut-être pas trop tard pour faire quelque chose, mais si on n'atteint pas les différents objectifs qu'on s'est fixés, ça pourrait vraiment avoir des conséquences graves sur les populations futures. Là. C'est ça. Là, vous me parlez à moi. Tu sais. Si vous parliez à un candidat, je ne sais pas, à l'investiture républicaine aux États-Unis, il dirait sûrement pas la même chose. Fait que il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur le sujet. Avant, les gens n'étaient pas au courant, puis qu'on ne voyait pas vraiment le problème. Là, on a commencé à évaluer le réchauffement de la planète, mais le réchauffement de la planète, c'est une chose, mais la qualité de l'air qui affecte la santé humaine, c'est une autre chose. On n'a pas juste à décrier les prophètes de malheur qui prédisent une augmentation des océans, même si présentement ça se produit. Le vrai danger, c'est vraiment les conséquences sur la santé humaine, parce que juste pour revenir à ça, l'Organisation mondiale de la santé a osé, en 2012, finalement émettre que le smog puis la pollution de l'air étaient cancérigènes. Fait que, avant ça, on n'osait pas trop l'admettre. En fait, il y avait des gros enjeux, il y avait des gros acteurs aussi au niveau de l'énergie qui n'osaient pas faire face à la réalité. Sauf que depuis 2012, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a vraiment émis un avertissement comme quoi la pollution de l'air et non pas le smog intense, la simple pollution de l'air était cancérigène à long terme. Puis même à court terme, si on restait dans des villes très polluées, surtout des villes plus pauvres où la sensibilisation n'est pas vraiment présente, où il n'y a pas vraiment de projet de loi, de normes environnementales pour diminuer ces émanations-là. Donc, là, on peut avoir un gros problème à ce niveau-là. Est-ce qu'on a réussi à identifier certaines sources? On a parlé de l'automobile tantôt, mais il n'y a pas juste ça. Oui. En fait, le transport y est pour beaucoup. Le transport y est pour beaucoup. En fait, on ne parle pas juste du transport automobile. Le parc automobile y accroît depuis des années. En 2014, on produit 1 milliard de véhicules versus 1 million en 2020. En 1920. Fait que on voit un petit peu la marge. Fait que est-ce qu'on peut soutenir un parc comme ça? Et c'est appelé à grandir. Là. Pas vraiment, puis ça grandit surtout à cause justement des pays émergents comme l'Inde et la Chine. On a le transport, on oublie souvent l'agriculture. L'agriculture mondiale, on s'entend qu'on est 7 milliards de personnes qui consommons toujours plus, versus avant, parce que les gens avaient leur jardin, pas beaucoup d'émanations d'effet de serre quand on produit localement. Étant donné qu'on est dans un marché de mondialisation, donc on a accès à des produits de partout dans le monde. Donc, on a le transport aussi qui est dédié à l'agriculture, qui pollue, qui est responsable beaucoup pour les émissions de gaz à effet de serre. Le transport par bateau, le transport par camion. Juste acheter des tomates du Mexique, par exemple, parcouru quelques milliers de kilomètres en avion et en camion pour arriver dans l'assiette. Fait que si on étend ça à l'échelle mondiale, ça crée un problème d'émanation de gaz à effet de serre au niveau de l'agriculture. Au niveau de l'élevage de bœuf, de bétail, lorsque le bœuf émet des gaz, ça émet du méthane. Le méthane qui est plus de 25 fois
fort et sa capacité de rétention des rayons solaires est 25 fois plus grande que le dioxyde de carbone. Donc, ça veut dire qu'une particule de méthane en suspension capte 25 fois plus un rayon qu'une particule de CO2. Puis les bœufs, le bétail dans le monde en émet une énorme quantité, même que ça accote à la limite le transport. Je peux vous donner une idée. Là. La consommation de viande à l'échelle mondiale est tellement grande que les surfaces de pâturage font en sorte d'émettre une quantité de méthane qui n'est vraiment pas négligeable. On a aussi la déforestation. En enlevant les arbres, en coupant pour le bois, ou tout simplement dans les pays d'Amérique du Sud ou en Indonésie ou en Asie du Sud-Est ou en Afrique, on coupe pour installer des pâturages. Les gens veulent la viande, puis qu'on a besoin d'avoir des énormes étendues de pâturage pour les bêtes. Donc, ce que ça fait, c'est qu'en coupant les arbres, on libère du CO2. Et en plus de libérer du CO2, on coupe un stockage de carbone. Parce qu'on s'entend que la végétation, avec la photosynthèse, fait en sorte de capter ce dioxyde de carbone-là et de le garder. Ils appellent ça des réservoirs de carbone, justement, comme l'Amazonie, par exemple. C'est une des plus grandes forêts équatoriales, des poumons de la planète. Étant donné qu'on coupe un terrain de football à chaque heure, fait que ça vous donne une idée que les poumons, là, ils noircissent. Puis là, il finira par plus de n'avoir parce qu'on a beaucoup de bûchage illégal. Mais ce bûchage illégal-là est revendu dans des pays vraiment au courant des faits, dont l'Europe puis le Canada. Malheureusement. On ne voit pas vraiment toute la provenance. Fait que la déforestation est un gros problème parce qu'elle libère du carbone puis elle empêche de stocker. L'industrie mondiale génère des quantités phénoménales de gaz à effet de serre et en plus, au niveau des combustibles, des fois, on va utiliser beaucoup de produits chimiques dans la transformation des matériaux. Dans les industries les plus polluantes, on fait une petite liste là, qui est disponible justement, il est même disponible sur le site d'Environnement Canada. On a les pétrolières. Les pétrolières ne sont pas juste polluantes pour l'extraction. Par exemple, l'Alberta, les sables bitumineux sont une des sources les plus polluantes d'extraction de pétrole parce que ça coûte vraiment cher à extraire. Ça prend énormément d'eau pure pour participer à l'extraction et ça génère une quantité incroyable de gaz à effet de serre, tellement que l'Alberta même là, dépasse toutes les autres provinces d'une shot. Okay? On a les pétrolières, on a toutes les autres industries de production énergétique. Si on pense au charbon, par exemple. Le charbon qui est la manne en Chine et en Inde. Ils n'ont pas d'autre source. C'est une source qui est encore facile là-bas. 524 centrales au charbon en construction par année en Chine. Ah oui. Fait que c'est même pas comme imaginable, là, mais présentement, c'est ça. L'économie est en vitesse grand V, fait que faut qu'ils fournissent à la demande, puis c'est le charbon qui est plus facile. On a aussi les cimenteries et alumineries, qui sont parmi les plus polluantes, surtout en raison de leur combustible, de leur source de combustible, qui peut contenir des huiles usées, des pneus, etc. Coke de pétrole. Coke de pétrole, ainsi de suite. Certaines cimenteries ont adopté des nouvelles normes. Il y a eu des normes en 2005 là, qui ont été signées entre les grands cimentiers mondiaux pour faire en sorte de revoir un peu les styles de combustible pour limiter les émanations. On a aussi tous les groupes métallurgiques, c'est ça, je parlais des alumineries, les industries minières. Donc, ces industries-là, pas mal toutes les industries sont émettrices de gaz à effet de serre, mais celles-là en particulier en émettent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de brûler beaucoup. Mais quand on dit combustible fossile, c'est un fossile qui est voué à la combustion, donc au brûlage. Donc, c'est ça qui est très dangereux pour les émanations. Donc, au niveau des sources, c'est pas mal les plus grosses, que je pourrais dire. Il y en a d'autres. Regarde, quand on tourne le gazon l'été, on en fait. Lorsqu'on peinture, on en fait. Tu sais, on n'est pas à l'abri de rien, mais au niveau des gros producteurs, c'est à peu près ça. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une aluminerie qui est installée au Québec et puis qui utilise l'énergie produite par les barrages hydroélectriques aurait une signature, une conséquence un peu plus raisonnable sur l'écologie globale? En fait, oui. Oui, c'est parce que c'est justement... Au Québec, une cimenterie, une aluminerie, une mine qui s'installe au Québec, on s'entend que les mines ont eu le bord ouvert là, au début du siècle, puis que la loi, en tout cas, a de la difficulté à changer, à s'ajuster, on travaille encore dessus. Sauf que, étant donné qu'au Québec, on a des normes environnementales beaucoup plus strictes que l'Afrique, la Chine ou l'Inde, par exemple, même des pays d'Amérique du Sud,
C'est sûr que les usines et les industries ne peuvent pas s'en donner à cœur joie et faire ce qu'ils veulent, puis dire graisser à la patte du gouvernement. Il y en a peut-être qui se font graisser à la patte, mais il y a une meilleure supervision de l'ensemble. En Chine, par exemple, une aluminerie va sûrement générer son énergie à partir des usines de charbon environnantes. Vous vois-tu un petit peu la différence? On parle même, par exemple, de Facebook. Ça a l'air niaiseux. Des fois, on va sur Facebook, on va sur Hotmail. On dit, ben, on est en vie, c'est bien, on ne pollue pas, je veux dire. Sauf qu'Internet aussi est un très grand émetteur de gaz à effet de serre. Juste une idée, avant ça, sur Hotmail, je ne sais pas si vous vous rappelez, on envoyait une couple de courriels, on en recevait, je pense qu'on avait 2 MB d'espace max. Après ça, ça a monté à 10, à 20, et là, on est rendu à 20 GB. Fait que mettez 20 GB d'espace multiplié par la quantité d'usagers. Pensez à Facebook, par exemple, la quantité de stockage. 20 G que tu es généreux. 20 G que je suis généreux, oui, ça sent bien. Mais au niveau des gestionnaires de courriels et des réseaux sociaux, ils ont tellement d'usagers et on peut tellement stocker qu'on ne le voit pas, mais ça prend une énorme quantité de serveurs. Facebook a stocké longtemps ses serveurs en Chine, étant donné les coûts moindres. Donc, c'était des entrepôts immenses de serveurs à perte de vue. Mais ces serveurs-là, pour stocker toutes nos photos et tous nos messages, que souvent on pourrait effacer tout simplement, bien, en les stockant, ça prend de la place, ça prend des serveurs. Fait que des millions de serveurs rangés dans des entrepôts chinoises qui sont alimentés en énergie en Chine, c'est pas au solaire ni à l'éolien, c'est généré par charbon. Sauf que la Chine, malgré tout, est devenue même une sommité dans le domaine de l'énergie solaire. Parce qu'ils sont tellement en train de chercher des nouvelles formes d'énergie qui n'ont comme pas le choix, heureusement pas le choix de se tourner vers des énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien. Ouais. Fait que malgré des fois des choses qu'on ne s'en rend même pas compte, comme Internet, juste naviguer sur Internet, c'est avec la quantité que ça devient problématique. Là. Donc, la pollution de l'air en tant que telle, c'est un problème. Il faut bien en saisir les conséquences. Oui. Donc, les conséquences, c'est, premièrement, il faut le mentionner, tu le disais tantôt, c'est la santé humaine. Donc, la santé humaine, depuis 2012, on l'a associé au cancer. Donc, à long terme, quelqu'un qui est exposé à une pollution de l'air intense, surtout au milieu urbain, peut développer différentes formes de problèmes, dont le cancer, maladies cardiovasculaires, accidents cérébrovasculaires, l'asthme. Les personnes les plus vulnérables, habituellement, ce sont les enfants, les nouveau-nés, les femmes enceintes et les personnes âgées qui sont le plus souvent souffrant de ces maladies-là. Même en France, qui est un pays développé, qui est un pays occidental, ont des gros problèmes de canicule depuis des dernières années qui n'ont jamais été enregistrés depuis les prélèvements des relevés de température. L'OMS estime à 7 millions par année les décès prématurés dus à la pollution de l'air. C'est pas négligeable. On ne peut pas dire, là... c'est en croissance. Non, c'est seulement en croissance. Donc, on va faire quoi pour ça? Donc, ça, c'en est une des conséquences. Au niveau de l'Arctique, on parle souvent de l'Arctique qui fond, les icebergs, c'est ça. Donc, la banquise arctique, on appelle ça un albédo. En fait, quand les rayons frappent une surface réfractaire comme la glace, ils sont retournés plus facilement dans l'espace. Donc, avec le gaz carbonique, le dioxyde de carbone qui devient de plus en plus dense dans l'air, qui passe de 450 parties par million, qui est rendu terrible, qui n'ont jamais été enregistrés. Avec les courants atmosphériques, ça se dirige en Arctique. Donc, les rayons solaires frappent et remontent, se font prisonniers par CO2. Donc, ils restent prisonniers en CO2 en rentrant. Donc, ce que ça fait, ça crée un effet de serre. Ce que la glace fait, c'est qu'elle fond. Donc, en fondant, quand les prochains rayons réussissent à passer, ils n'ont plus d'albédo. OK, ils frappent l'océan qui est bleu et non plus la glace qui est blanche. Donc, ce que ça fait, c'est que l'océan se réchauffe en plus, l'océan arctique. Donc, la glace fond encore plus vite, la température de l'eau augmente, le niveau de l'eau augmente. Ça ne crée pas un effet direct sur nous, mais c'est toute une chaîne de réactions au niveau de la biodiversité, au niveau des courants, au niveau des corridors migratoires des grands mammifères. Fait que c'est toute une réaction en chaîne qui finit par nous atteindre. En fait, on ne fera pas une émission là-dessus, mais c'est ce qui se produit au niveau de l'Arctique parce que, surtout l'été, où la période d'ensoleillement est longue, durant la journée, presque 24 heures. Donc, c'est là que le soleil fait plus de ravages au niveau de la banquise. Ça, c'est au niveau de l'Arctique. L'océan capte une énorme quantité du CO2 qui est libéré par l'activité humaine. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en captant ça, on est content, c'est un stockage de carbone au même niveau que les forêts équatoriales.
Sauf qu'en stockant autant de CO2, on a un phénomène qu'on appelle d'acidification de l'océan, avec les molécules de carbone qui s'ajoutent aux molécules H2O au niveau de l'eau. Ça crée une acidification, donc ça tue les coraux, ça tue aussi les crustacés, donc ils ont plus de difficultés à générer une nouvelle carapace à cause de l'acide constante qu'on retrouve dans l'eau. Puis ça, c'est à la grandeur de la planète, c'est pas dans des zones particulières. Ça crée aussi des zones mortes, donc perte de coraux, perte de mollusques, donc réaction en chaîne au niveau de la chaîne alimentaire, donc perte de toute activité. Fait qu'une zone morte, c'est une zone sans vie. Donc, ils se multiplient d'année en année. Donc, l'océan, on ne le voit pas. C'est des choses aussi qu'on ne voit pas. L'océan s'acidifie. Donc, en gros, c'est sûr qu'il y a une multitude d'autres problèmes liés au réchauffement de la planète, puis surtout à la pollution de l'air. Mais ces problèmes-là d'acidification sont pas vraiment visibles à l'œil nu, mais à la limite auront une conséquence qui va être pire que tout simplement un simple smog dans une ville, en fait. Là, Pierre-Luc, il faut que tu me rassures un peu. Là. Ah oui, j'arrive. Il existe des solutions pour essayer de faire en sorte, du moins, de travailler à ce qu'on voit la lumière au bout du tunnel de cette réalité-là? Parce qu'on a l'impression qu'en tant qu'individu, de simples citoyens, on n'a pas de contrôle. Exact. C'est parce que souvent, on entend des mauvaises nouvelles là-dessus, puis on se dit, ben écoute, qu'est-ce qu'on fait? Puis bon, ben il y a des façons de faire. En fait, c'est surtout au niveau de nos habitudes de vie. Si moi je change, puis le reste, tout le monde s'en fout, ça ne changera pas grand-chose. Mais si tout le monde s'y met, puis pense un peu aux générations futures, c'est-à-dire à leurs propres enfants, ils vont peut-être se mettre à agir. Ils ne mettront plus la tête dans le sable. Alors, ce qu'on peut faire, c'est diminuer le voiturage. Diminuer la voiture, participer plus au covoiturage, c'est-à-dire embarquer avec quelqu'un le matin. Des fois, on va nommer des solutions qui s'adaptent plus facilement dans les villes. Ici, on s'entend qu'on est linéaire ici, hein, puis les gens n'ont pas vraiment de transport en commun développé, malgré que le transport en commun collectif régime. Le régime, ça va bien pour le de plus en plus. Il est plus souvent vide qu'autre chose, mais quand même. Oui, mais c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a de la place dans l'autobus. À coût minime. À coût minime, elle fait des trajets, vraiment intéressants. 4 trajets qui viennent de 4 trajets. Ouais. Donc, les gens qui sont habitués à des horaires fixes, c'est vraiment intéressant. Oui. Donc, je vous conseille même d'aller voir leur site web là, sur Régime. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est une première dans le coin. Utiliser des voitures moins polluantes. Donc, on est fort sur les camionnettes, nous autres. C'est ça. Ici, on est fort sur les camionnettes. C'est un petit peu comme des villes minières, des villes industrielles. Les gens se promènent en pick-up. Ils sont bien contents d'avoir leur pick-up. Puis il y en a qui se promènent juste en pick-up pour se promener en pick-up. Là, si on peut éviter de se promener en 4x4 pour se pavaner, peut-être plus, au pire, si on veut se pavaner pour se pavaner qu'un char, à la limite. En tout cas, mais c'est limiter aussi, c'est justement limiter les voitures grosses énergivores, les grosses voitures, les 4x4, les VUS, qui sont des gros émetteurs parce qu'on consomme plus, sont plus lourds. De plus en plus populaires. Et de plus en plus populaires. Ça, c'est assez spécial. Ouais. Dans une économie supposément faible et en décroissance, bon, pas en décroissance, mais une économie au ralenti. Le VUS est en croissance, c'est rendu numéro 1 dans les ventes. Il y en a qui sont bien contents. Fait que, mais écoute, regardez, fait que ça, c'est des solutions. Faire marcher jusqu'à sa job, là, si on n'est pas loin, on peut marcher au lieu de prendre la voiture. Le vélo, envoyer les enfants à vélo à l'école. Avant ça, ça se faisait. Là, à cette heure, ils disent qu'ils ne peuvent plus. C'est quoi ça, cette affaire-là? Je ne comprends pas. Là. Ils peuvent aller en vélo. Anyway. Fait que transport en commun. Planter des arbres. Planter des arbres, ce qui crée des îlots de chaleur, des fois, dans les milieux plus urbanisés, ce sont les grandes surfaces asphaltées. Donc, on a la surface asphaltée comme des centres d'achat, parce qu'on a des énormes stationnements de 500 places avec un couvert de ciment. Il n'y a aucun arbre pour capter. Fait que ce que ça fait, c'est que ça réchauffe, puis c'est mauvais aussi pour la qualité de l'air. Planter des arbres dans les villes. Il y a des villes qui ont été renommées pour leur plantation d'arbres. Ça a augmenté le sentiment d'appartenance chez les gens. Les gens ont voulu se prendre en main au niveau de l'aménagement paysager de leur terrain et ça a apparu. Ça a des répercussions même psychologiques d'être entouré d'arbres. C'est des études que les gens sont plus heureux où il y a plus d'arbres. C'est sûr, c'est vite dit, là, mais des villes nues ou carrément dénuées d'arbres, ça a un impact. On a aussi moins tondre l'été. En fait, slacker la tondeuse, puis peut-être laisser le gazon pousser un petit peu plus, parce qu'en plus de moins
moins pollué puis moins faire de bruit. Moins de terrain de golf. Moins de terrain de golf. Au pire, plantez-vous des drapeaux, des joueurs au golf. Mais sinon, évitez la tondeuse, laissez le gazon plus haut, même ça va le renforcer plus que le tondera tout le temps. On va garder plus belle couleur aussi. Exactement. Sûr, ouais. Planter des fleurs sauvages à place. On participe à l'achat local. Donc, si on achète local, on évite le transport des aliments, on évite le transport des produits. Donc, l'achat local, vraiment, à grande échelle, c'est un gros gain. Une valeur sûre. Une valeur sûre. Achat local, en plus, ça fait rouler l'économie locale. On ne peut pas dire non à ça. Puis, faire attention à ses sources d'énergie. Donc, c'est sûr que c'est pas évident. Ici, on a beaucoup d'hydroélectricité qui est quand même moins émettrice, qui est quand même très dommageable pour les rivières et les forêts, mais quand même moins émettrice des gaz à effet de serre que le charbon. Fait que c'est slacker l'énergie. Arrêter d'allumer les lumières sans arrêt. Moins consommer, tout simplement. Consommer le strict minimum. Réutiliser. Donc ça a un impact aussi au niveau de la production énergétique, donc un impact au niveau des émanations de gaz à effet de serre et de la pollution de l'air. Donc, ça fait à peu près le tour, mais je suis sûr qu'il y a d'autres idées. Donc, il y en a beaucoup qui en ont, puis qu'on ne sait pas, mais les gens, des fois, se prennent en main, là, puis c'est surprenant les stratégies qu'ils utilisent pour ça. Il faut avoir une conscience sociale de cette réalité-là, parce que c'est nos enfants, les générations futures, qu'on est en train d'hypothéquer leur qualité de vie carrément. Exactement. Il faut arrêter de penser à sa simple personne. Tu sais, dire, moi, regarde, écoute, j'ai une vie à vivre, puis je la vis à fond, c'est correct, c'est parfait de penser de même. Mais c'est juste qu'on ne peut plus se mettre la tête dans le sable en disant il n'y a pas de problème. Là. D'une manière ou d'une autre, les gens qui veulent réagir à cette capsule, je vous invite à le faire au tvcgr@commercial.hotmail.com. Et dans les capsules futures, Pierre-Luc se fera même un plaisir de répondre à vos questions particulières. Donc, Pierre-Luc, ça fait le tour pour cette capsule environnement de cette semaine. Oui, on va dire que c'est pas pire. Et la beauté de la chose, c'est qu'on va se revoir dans une future capsule. Bien, certainement. Merci beaucoup à l'avance. Plaisir. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant dans notre capsule divertissement. Encore une fois, cette semaine, en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Cette semaine, on va aller au fond des mers. Oh. Donc, par hasard, je suis tombée sur des photos d'anciennes villes qui ont été submergées il y a très, très longtemps. Donc, les gens qui font de la plongée sous-marine peuvent observer ces lieux-là, faire de l'archéologie aussi. Donc, je vais vous montrer quelques sites à travers le monde qui sont intéressants à visiter. Donc, on commence en Angleterre avec Seahenge, donc un peu un clin d'œil à Stonehenge. Donc, c'est à Norfolk, en Angleterre. C'est des arbres qui ont été mis en cercle. C'est très vieux, ça date de l'âge de bronze, donc 2000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, c'est des troncs de chêne. Là, ça, c'est une reconstitution. C'est des troncs de chêne qui sont mis en cercle et au centre, c'est un chêne inversé. Donc, ça serait un lieu de rituel. Ça a été planté à 3 pieds de profondeur. On ne peut pas vraiment savoir quelle taille avaient les troncs à l'origine, évidemment, parce qu'il y a eu l'érosion, les phénomènes climatiques. Et là, si je comprends bien, on sous-entend que ça leur a été submergé par la mer avec les années, c'est ça? Avec les années, des fois aussi, tu peux avoir des tsunamis, des glissements de terrain, des inondations. Donc, avec le temps, il y a un ensablement aussi avec l'érosion. Donc, le sable se dépose. On ne sait pas beaucoup de choses de ce lieu-là. Ça nous a beaucoup surpris. On pense que c'est un lieu de rituel, un peu comme Stonehenge l'est aussi. Donc, c'est assez particulier. Finalement aussi, c'est qu'on a décidé de prendre les troncs, on a creusé, on les a retirés, puis on les a remplacés par d'autres, et les vrais troncs sont conservés dans un musée. Il y a des gens qui n'étaient pas contents en Angleterre qu'on fasse ça, mais le but étant de conserver... de faire en sorte que ça demeure pour toujours. Effectivement, sinon c'est quand même assez facile de vandaliser, malheureusement, des endroits comme ça. On se transporte en Grèce, ça va être dur à dire, Pavlopétrie Péloponnèse. Donc, mon grec n'est pas à point. C'est une ville engloutie, donc on voit un peu, ça a été découvert en 1967, donc c'est une véritable ville, on a toutes les rues, les maisons, des tombes, des bâtiments, tout est resté intact. Ça mesure quand même 30 000 mètres carrés, c'est quand même assez grand. C'est vieux de 5000 ans, ça a été englouti en l'an 1000 avant Jésus-Christ par un tremblement de terre. Et ce qui est important de savoir, en haut, vous voyez, c'est une reconstitution. Donc, c'est la plus vieille ville engloutie.
Hey, ça semble être un endroit génial pour aller faire de la plongée. Là. Oui, pour les gens qui écoutent, qui font de la plongée, là, c'est vraiment un paradis. Donc, on semble avoir la profondeur idéale. Magnifique, hein? Et la vue, l'eau est quand même très, très claire. Oui, ça semble... Donc, si vous cherchez un endroit pour passer de belles vacances plongées, donc en Grèce. Ensuite, on se dirige à Port-Royal, en Jamaïque. Kingston Harbor, on voit Port-Royal, mais il y a une bonne partie qui est sous l'eau. Ça a été fondé en 1518, c'était une ville de pirates. C'est spécial. Donc, à l'origine, c'était une ville de pirates et de prostituées parce que, il y a très longtemps, c'était des corsaires anglais et hollandais qui venaient. Ça, c'est un autre lieu. Donc, on recule. Voilà. Donc, on a des corsaires anglais et hollandais qui venaient et le gouvernement leur donnait une commission pour confisquer des navires espagnols. Puis à un moment donné, le gouvernement a décidé de ne plus payer des commissions aux corsaires, qui était quand même un travail honorable. Donc, les corsaires se sont virés de bord et sont devenus pirates. Ah, c'est ça qui se cache derrière l'histoire. Il y a beaucoup, beaucoup de pirates qui, autrefois, étaient des corsaires payés par le gouvernement et ensuite ils ont pris une autre voie. Donc, les pirates, au niveau du gouvernement, ça date d'il y a longtemps. Ça date assez longtemps, c'est ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Un brin d'histoire. Un brin d'histoire. Donc, Port-Royal était la capitale mondiale des pirates et des prostituées. C'était un lieu de décadence. Qu'est-ce qui est arrivé à Port-Royal? Ça a été détruit, englouti par un gros tremblement de terre en 1692, puis ensuite, il y a eu un tsunami. Donc, une grosse partie s'est retrouvée au fond de la mer. Ça fait pas si longtemps que ça, hein? Non, c'est quand même assez récent. On se transporte maintenant en Égypte. Héracléon et Canopus, c'est situé à Aboukir Bay. Ça a été découvert en 1999 à une profondeur de 20 à 23 pieds. On parle de 7 mètres, là, c'est quand même... Il y a des méchantes de découverte, là. Oui, c'est... 99, c'est pas longtemps. Je me mets à la place d'un plongeur, là, ça doit être incroyable. Donc ça, c'était deux villes jumelles qui gardaient la porte de l'Égypte. Qu'est-ce qui est arrivé il y a 2200 ans? Les deux villes se sont effondrées parce qu'il y a eu une grosse inondation et le sol de ces deux villes-là s'est transformé en argile. Donc, ça s'est effondré au fond. Et on voit les trésors qu'on peut trouver. Souvent, ces sites-là, on travaille fort pour les protéger parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont voler les artefacts. Donc, on voit qu'on est en train de hisser des statues. C'est incroyable. Moi, ça me fait rêver. Cette photo-là, c'est à vue d'oiseau au-dessus du bateau. Des statues qu'on a sorties de l'eau. Moi, c'est incroyable. Oui. On voit la dimension, là. Et on va rester en Égypte. Les photos suivantes, c'est en Alexandrie. Donc, on va voir les ruines du palais de Cléopâtre. Ah oui. Donc, on trouve quelque chose comme ça dans le fond de l'eau. Ça doit être tellement incroyable. C'est incroyable tout de même qu'on réussit encore aujourd'hui à faire des découvertes dans ce sens-là. Et il y a beaucoup de sites qui n'attendent que d'être découverts. C'est toute beauté, là. Donc, c'est les palais royaux, les quartiers royaux de Cléopâtre. C'est un tremblement de terre il y a 1500 ans qui a enfoui le palais en dessous de l'eau. Selon la légende, Cléopâtre et Marc-Antonie se sont suicidés pour éviter d'être capturés par les Romains. Donc, c'est suite au tremblement de terre que ces quartiers royaux ont pris le fond de la mer. Ce qu'on voit là, c'est une espèce de feuille. C'est que parfois, il y a des grosses pièces qu'on ne peut pas retirer de la mer, c'est trop gros. Donc, on va prendre une espèce de feuille de métal et on va imprimer, si on veut, là, les hiéroglyphes. Modéliser, là, oui. Donc, on va imprimer, on va faire une espèce de moulage qu'on va pouvoir ramener à la surface. C'est quand même étudier des pièces trop volumineuses. Donc, c'est quand même assez impressionnant. C'est de toute beauté. Oui, ça donne envie d'aller faire la plongée. Oui, surtout qu'à cette profondeur-là, ça n'a pas nécessairement une formation avancée. Oui. À 30 mètres, là, débutant, là, on peut avoir beaucoup de plaisir. Et souvent, c'est dans ces profondeurs-là qu'on retrouve la plus belle flore et tout ça. Bien, il y a beaucoup de lieux comme ça qui sont relativement assez proches de la surface, comme tu dis. Je pense que tu fais un peu d'apnée, toi. J'ai fait un peu d'apnée dans les rivières, dans la mer, avec ma sœur, donc seulement avec un tuba. Parce que tout le kit de plongée, je pense que j'aurais peur un petit peu. Oh oui, j'aurais peur, mais déjà l'apnée, tu peux voir la vie marine. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais au cégep de Gaspé, d'avoir un petit cours de plongée. J'ai adoré ça. Ah ben là, ça doit te donner envie d'aller même si j'avais peur un peu, là, j'ai adoré. J'ai essayé dans une piscine un kit
pour me familiariser, c'est impressionnant. Oui, c'est quelque chose. C'est tout un feeling. Oui, c'est quelque chose. À l'automne, à part de ça, moi. Ah oui? Ouais, c'était froid. Ah mon Dieu, l'eau n'est jamais très chaude ici, hein, Non, d'avance. Ouais, oui, Même d'accord au mois de avec juin. toi, oui. Sortait de l'eau, le visage rougi par le froid, mais quasiment cuit. Mais il y a des belles choses à voir de ce que mes amis qui font la plongée ici, ça a l'air, c'est un paradis. On est dans les plus beaux sites au monde. Vraiment, là. Ensuite, on se dirige au Japon. Là, ça va être plus profond. Yonaguni-jima, c'est découvert en 1986 près d'Okinawa. On pense que ça daterait de 5000 ans. C'est des structures qui sont à 25 mètres sous le niveau de l'eau. C'est quand même assez profond. Et au début, il y a eu une ostination. Les gens disaient non, c'est naturel. Les autres disaient non, c'est fait par l'humain. Et plus on prend des photos, plus on voit que c'est vraiment, ce serait fait par l'être humain. Parce qu'on voit des escaliers, des terrasses, même des pyramides. La pyramide a 600 pieds de large et 90 pieds de haut. On voit même des routes. Et donc, ça a été sculpté dans la roche avec des outils qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas connus pour les cultures de cette époque-là. Donc, c'est quelque chose qu'on ne s'explique pas. C'est un gros mystère au Japon. Un peu comme les pyramides, hein? Oui, effectivement. Donc, on ne comprend pas qui a fait ça, avec quels outils, quelle méthode. C'est quand même, comme je dis, assez profond, là, 25 mètres sous le niveau de l'eau. Ça fait en sorte qu'on se remet en question encore une fois. Bien, ça peut réécrire les livres d'histoire parfois quand on découvre des sites comme ça. Et là, on se dirige là, vraiment très profond. Ça, c'est un grand mystère. Il y a seulement une photo. C'est les ruines mégalithiques à Cabo de San Antonio, à Cuba. C'est à 650 mètres sous la surface. C'est quand même assez loin de la côte. Donc, ça mesure 20 km², c'est-à-dire la taille d'une ville moderne. Donc, ça aurait coulé il y a 50 000 ou 15 000 ans. Ce que vous voyez, c'est une image faite à partir des sonores. C'est tellement profond, évidemment, qu'on ne peut pas très bien étudier le site. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les Mayas et les tribus de cette région-là disaient toujours que leurs ancêtres s'étaient engloutis au fond de la mer par une vague. Et lorsqu'on a découvert ce site-là, ben, ça vient un peu prouver en quelque sorte les fameuses légendes mayas, qui est un peuple qui existait il y a très longtemps, bien avant la culture maya. Et donc, ça sera une culture dont on ignore tout, qui a vraiment précédé de très longtemps les cultures mayas, donc qui ont été assez bien étudiées. Donc, c'est un gros mystère. À Cuba, on va essayer de faire des études, mais évidemment, à 650 mètres de profondeur, c'est assez difficile de... La seule chose qui a été faite, c'est qu'on a pu recueillir certains échantillons, il semble, et que ce serait de la roche qui n'appartient pas à Cuba en tant que tel. Donc, ça a été transporté sur une longue distance. Il y a eu beaucoup de théories. Il y a même des gens qui ont affirmé que c'était l'Atlantide, qui a été parce que finalement, cette zone-là, c'est le triangle de Bermude. Donc, il y a beaucoup de théories qui circulent, mais personne ne peut vraiment s'entendre à savoir c'est quoi, mais c'est très, très ancien. Donc, c'est quelque chose passionnant, assez particulier. Sûrement, dans les années prochaines, on va continuer à faire des découvertes sur ce site-là. J'enchaîne avec, cette fois-là, des choses modernes. Toujours au fond de la mer. Donc, il y a un musée au Mexique qui s'appelle le Cancun Underwater Museum. Et c'est le plus grand musée sous-marin. Pour le visiter, il faut que soit vous faites de la plongée ou que vous allez avec un petit bateau qui est vitré. Donc, c'est assez impressionnant. Le ciment qui a été utilisé pour faire les sculptures, c'est un pH neutre. On ne voulait pas déranger la faune, évidemment, polluer rien. Et le ciment, ça a été fait de façon à ce que la vie marine, les algues, puissent facilement pousser dessus. On veut que ça crée finalement un écosystème. Un habitat. Donc, c'est magnifique. On pense faire environ 400 structures et sculptures. C'est magnifique. Moi, j'ai été assez impressionnée. Ça, évidemment, il y a tous les types d'art, oui, donc qui reflètent la société moderne. Donc, c'est assez impressionnant. C'est des œuvres d'art. Oui, c'est vraiment beau. Donc, les artistes qui ont voulu dépeindre leur concept, ça, c'est très, très impressionnant aussi. Vous allez voir les algues qui sont en train de pousser. Ah oui, les coraux. Les coraux, pardon. Donc, magnifique. Toute beauté. Donc, ça, c'est au Mexique. Et finalement, si vous avez envie d'aller prendre des vacances et vous avez les moyens de le faire, dans les Maldives, vous avez le Hilton Maldives Resort.
c'est ce lieu magnifique. Ça appelle déjà pour réserver. Ben, vous voyez, hein, ça fait fureur. Mais vous allez voir les images, c'est magnifique. Donc, vous avez des chambres d'hôtel, vous avez des restaurants. Ah oui, c'est quand même quelque chose. Donc, l'eau, elle est d'un bleu. Et voilà, oui. Ça, c'est le restaurant. T'es pas sérieuse? Oui. Donc, méchant trip. 120 $ minimum par repas, mais je dirais que ça vaut ça. Et ça, c'est la chambre. Hey. Évidemment, j'espère que vous n'êtes pas claustrophobe. Le mal de pas le mal de mer, le mal des profondeurs. Le mal des profondeurs, donc... c'est vraiment des belles chambres, là. Ah oui, moi, ça fait rêver. Là. Donc, dans les Maldives, si vous avez envie d'aller... Avais-tu le coût pour la chambre? Non, je n'avais pas le coût. Ah. Mais, 120 $, c'est un trip à se payer une fois dans sa vie. Là. 120 $ pour un repas, c'est quand même... c'est un trip, là. Et la chambre, je ne sais pas, mais honnêtement, je pense que ça vaut la peine. Quelqu'un qui veut vraiment... Déjà? Dans les Maldives. Donc, toute beauté. Je cherchais un lieu de vacances magnifique. Je ne savais pas que ça existait, là, honnêtement. Là. Sérieusement, la capsule divertissement cette semaine, elle faisait rêver. Oui, hein? J'ai vraiment vu des choses que je n'avais jamais vues. Ça devait être passionnant de la réaliser en tant que telle. Ah oui, moi, je faisais des recherches. Je me disais, ah mon Dieu. Oui. J'étais vraiment émerveillée devant chaque photo. Bon, mais bien à la maison, la beauté de la chose, c'est que... Ça revient la semaine prochaine. Alors, au plaisir de se voir la semaine prochaine. Bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne de TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercialhotmail.com ou directement sur facebook.com/TVCGR. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions et la réalisation de son télébingo. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo, en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. On se laisse sur des images du grand défi Bâtir nos régions qui se déroulait le 9 mai dernier à la polyvalente de Chandler pour la MRC du Rocher-Percé et des images de la journée de la famille du 14 mai dernier à l'école Bon Pasteur de Grande-Rivière. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.